Mea culpa, mea maxi culpa, désolé. Un gros souci avec Facebook. Alors manifestement c'est le Pentagone maintenant Facebook. Donc des codes. Lorsqu'ils voient que votre activité est un peu bizarre, ils vous déconnectent complètement. Bref, j'ai dû rentrer pas mal de choses pour faire en sorte que ça se passe et qu'on soit connectés. Sommes-nous connectés, Mike? Nous sommes connectés, nous sommes au Brooklyn Side de Franconville. Ouais. Mon tic, comment vas-tu? Je vais te laisser mettre ton C'est bon, le micro est mic. mis. On va aller en speed, parce qu'on a perdu pas mal de temps à cause de Facebook, mais c'est pas grave. Le principal est là. L'amour de d'où on vient, d'accord? L'amour d'où on vient, c'est important. N'oubliez jamais d'où vous venez, parce que eux ne vous oublient pas. Ça, honnêtement, on a eu la surprise hier soir. Ouais. Sucy Ambry, le club de Sucy Ambry, le club où Mike, Ralph et moi-même, je vais le garder sur moi, d'accord? Je vais le garder avec moi pendant toute la durée du live. Le club où Mike, Ralph et moi avons touché un ballon de basket pour la première fois de notre vie. Ils sont venus rendre visite à Ralph à Boulogne samedi soir. Superbe match que Boulogne a remporté. On en parlera plus tard. On va commencer avec la deuxième journée match en tard. Ouais. Et on va se checker. Faisons les choses bien, d'accord? Ça y est, c'est parti. Facebook ne nous arrêtera pas. Non, ils ne nous arrêteront pas. Donc, match en retard de la deuxième journée. Je suis allé à Caen, filmer le match. Angers qui se déplaçait à Caen. Victoire d'Angers. Caen qui n'a pas réussi à imposer son basket. Ils sont passés devant une seule fois pendant le match, mais Angers avait une telle maîtrise. C'est un match qu'on aurait mis dans les matchs où ça se resserre. Honnêtement, vu la maîtrise d'Angers, c'était pas si clutch que ça. Franchement. Non, ils ont contrôlé le match et on sentait la patte d'Angers pendant tout le match. Ouais. Donc c'est clair pour moi, c'était un match maîtrisé, un match solide d'Angers Complètement. qui continuait sur sa bonne lancée. Ils étaient à 7-7 après ce match-là. 8-8 maintenant pour eux, on en parlera tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs, cette 8e journée. Alors j'ai bonsoir à tout le monde, le temps que tu... bonsoir Katia, Romuald du côté de Chartres, salut Zoukette qui est là du côté de Boulogne aussi. Lola, oui, exactement, ça peut arriver, malheureusement ça arrive. Salut Audrey qui s'est connecté aussi, on a tout le monde qui est là, Béatrice Denis. Salut tout le monde, on commence avec les scores au gros écart justement. Pont Qui a affronté le Centre Fédéral, 88-46, ils ont fait le travail. Ouais, vraiment. Grosse défense, comme d'habitude. Ils ont été très sérieux, très sérieux. La route continue pour Pont. Exactement, Chartres qui se défait de Mulhouse. Et encore un Maxwell. Énorme. Ouais. Énorme. Déjà, moi, quand j'ai vu Chris Bécoulé-Cambi dans le 5, je me suis dit, Seb Lambert, il veut mettre le barbelé ce soir. Ouais, exactement. Il fait rentrer son stopper d'entrée, début de match. Il y a un message qui a été envoyé. Le message a été clairement envoyé, 73-54 pour l'équipe de Chartres, qui clairement, avec ces joueurs-là, on parle de Chris Bécoulé-Cambi, on parle de Maxwell, on parle de pas de Clérance. Exactement. Veut montrer aussi une empreinte défensive cette année. Ils le font très bien. Et c'est difficile maintenant de marquer des paniers à Chartres. Exactement, difficile de marquer des paniers, difficile de stopper Maxwell qui lui justement grâce à l'impulsion défensive peut... Il fait n'importe quoi en attaque, c'est incroyable. On continue avec Caen, on en a parlé, ils ont enchaîné 2 matchs cette semaine, ils ont été les seuls à le faire avec Angers. Ils ont déplacé à Lorient et ils ont fait la bonne opération d'aller remporter ce match à Lorient après justement une défaite qu'ils ont vécue contre Angers à domicile. Ouais, ils sont top. Ouais. Ils sont top. Là, pour un match comme ça contre Lorient, moi je me disais Lorient va pouvoir peut-être se rebiffer après la grosse défaite contre Tours. Non, quand c'est plus fort. Et j'ai vu même les articles après le match où ils disaient non, voilà, c'est pas la même chose. Ils sont pas dans la même classe. Exactement. Cette année. Après Lorient, il va falloir qu'ils gagnent quand même les matchs à domicile pour pouvoir sécuriser le maintien, pour pouvoir sécuriser une place dans la poule du milieu. Possiblement essayer les playoffs. Mais quand c'est quand même plus fort. Quand c'est quand même plus fort, même s'ils ont perdu contre Angers, qui reste quand même la meilleure équipe de la poule, ils ont quand même une équipe assez solide. Bien sûr. On continue avec Chaland qui recevait Dax. Un gros match aussi. On avait donné tous les deux Dax. Ouais. Et l'équipe de Chaland a commencé très fort le match. Ils ont étouffé Dax. Ils nous ont écoutés quand on leur a dit que si vous ne prenez pas un écart assez conséquent… C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est une équipe prévenue en vaut deux. Exactement. Tu t'écoutes, tu regardes, tu vois, tu analyses. Ouais. Et au final, le piège que Dax tend, cette fois-ci, Chaland n'est pas tombé dedans. Et à la fin de l'histoire, Chaland, c'est quand même une grosse équipe. Bien sûr. Donc, s'il ne tombe pas dans un piège,
Ils peuvent dérouler, ils ont très bien déroulé, plus 20 score final. Ouais, très bien joué. Cela dit, il y a un petit dunk de Kaloun sur Tcheksekou Kondé. Vous découpez tout ça, on va envoyer tout ça petits oignons. Ça va être dans les highlights encore. Feur qui gagne son premier match de la saison. Bravo à eux avec un gros William Mensah, Mike. Ouais, gros William Mensah, grosse défense dans le deuxième et troisième quart-temps. Ils ont complètement verrouillé l'équipe de KB. Grosse défense très agressive sur Mike Joseph, 5 balles perdues. Ça a été une belle partie pour l'équipe de Feur. Feur qui était vraiment bien dans ce match-là. Et c'est vrai qu'ils avaient à cœur de gagner les équipes qui sont dans leur championnat. Et pour moi, cette victoire-là, non seulement est une bonne victoire parce que c'est la première, ça donne de la confiance, mais aussi elle compte double au cas où si KB et Feur se retrouvent dans la même poule à la fin. Cette victoire-là va vraiment compter. Exactement. On continue avec Boulogne qui recevait Bordeaux. On vous en a parlé un peu tout à l'heure de la charge émotionnelle de ce match pour nous précisément. Mais maintenant, c'était Boulogne qui revenait après 3 matchs à l'extérieur, qui revenait à Don-Raymond. Ouais. Je vais reprendre les mots du coach. Je vais pas polémiquer dessus pendant longtemps. Je vais reprendre les mots qu'il a dit en conférence de presse. Vous pouvez aller voir sur la page de Boulogne. Il disait clairement que voilà, c'était important pour eux de revenir et de faire en sorte que la forteresse soit inviolée, même s'ils ont eu très peu de matchs à domicile. Ouais. Ils n'en ont eu que 3, justement parce qu'ils ont enchaîné 3 matchs à l'extérieur. Et que c'est compliqué de jouer 3 fois comme ça à l'extérieur. C'est rare que ça arrive d'ailleurs pour les équipes. Parce que l'importance des matchs à domicile font aussi que ça nous permet, ça permet aux équipes d'engranger de la confiance, d'engranger justement un maximum de force pour pouvoir ensuite se déplacer ensuite la semaine d'après. Et c'est ce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de faire pendant 3 semaines d'affilée. Ils ont réussi à remporter un match sur les 3 et là il fallait absolument qu'ils mettent le couvercle. Il a dit on voulait envoyer un message très clair à la division, en tout cas défensivement. Tenir Bordeaux à 65 points avec les armes qu'ils ont, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ouais, et puis il y a un homme qui se met clairement en avant cette équipe de Boulogne, c'est Ural King. Ouais. Ural King qui a été vraiment omniprésent sur le match. Ouais, athlétiquement, c'est clairement supérieur à la division. Franchement, c'est très fort. C'est très fort. Moi, je ne connaissais pas du tout avant qu'il arrive à Boulogne. Je vois un joueur intelligent, je vois un joueur super athlétique, je vois un joueur un peu dans le profil à la Maxwell qui est pas loin de Maxwell en termes de niveau également aussi. Donc c'est vrai que aussi, hein. Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est quand même une très bonne pioche de coach Voliki d'avoir pris un joueur comme Ural King. Pour la suite de la saison, je pense que ça va être un atout très intéressant pour l'équipe de Boulogne. Exactement. On va enchaîner avec La Rochelle qui recevait Vitré et qui se déplaçait, pardon. Qui se déplaçait à Vitré. Ouais. Qui se déplaçait à Vitré et victoire des Bretons qui ont justement réussi à sécuriser cette victoire-là. Et La Rochelle qui ne va pas mieux malgré sa victoire la semaine dernière. Ouais, mais après, Vitré à domicile, c'est fort. Ouais. Surtout quand tu as Guillaume Méry qui est à ce niveau-là, 5 sur 6 à 3 points, 31 d'évaluation. Ouais. En attaque, ils ont déroulé. En défense, ils ont complètement asphyxié petit à petit l'équipe de La Rochelle. Pour à la fin n'encaisser que moins de 10 points sur le dernier quart-temps. Ouais. Ça a été vraiment une belle performance. 4 joueurs à plus de 20 d'évaluation. Vitré a fait le taf. Victoire collective avec un Méry en leader. Quand Vitré est comme ça, franchement, ça va être dur de les prendre à domicile. Ils ont l'euphorie, ils ont l'adresse, ils ont tout en même temps. C'est très compliqué pour une équipe de La Rochelle de pouvoir battre Vitré quand elle est comme ça. Exactement. Rueil pour moi, il s'est passé quelque chose à Rueil lors de la victoire contre le SOPCC, contre Pont. Du coup, maintenant, toutes les équipes qu'ils considèrent, en tout cas qui sont considérées en tout cas à leur portée, ils vont les prendre. Et pas qu'un peu, 102 à 69 à Besançon, malheureusement le Bézac n'a pas fait le poids. Non, c'est plus fort, Rueil. Rueil, c'est plus fort, faut pas se mentir. Et si Rueil prend le match au sérieux comme ils le font depuis le début de la saison, où ils laissent aucun match, le seul match qu'ils ont laissé, c'est le match contre la Charité à domicile, où vraiment ça a été un scénario incroyable. Mais c'est un match, même ce match-là, il était à 15 points d'avance à 5 minutes de la fin. Donc c'est pour dire que Rueil, depuis le début de la saison, c'est très solide. On parle de Chartres, mais c'est vrai que Rueil, en termes de niveau, c'est juste en dessous pour l'instant. 53% à 3 points sur le match, 5 sur 6 pour Ricard, après le buzzer qu'il a fait la semaine dernière. Il continue. La confiance a encore augmenté. Moi, j'attends de voir le match entre Rueil et Chartres. Je pense que ça va être quand même assez intéressant parce que Rueil, justement, est capable aussi, à l'instar de Chartres, de pouvoir faire des matchs offensifs et défensifs, de pouvoir verrouiller les équipes. Ils ont des joueurs physiques comme Greg Tondic. Ils ont un petit peu tout, justement, pour contrer l'équipe de Chartres avec Maxwell et compagnie. Ouais. On attend justement, il y aura un choc dans le choc sur ce match-là. C'est justement Tondic, Maxwell, qui, même s'ils ne jouent pas au même poste, on sait qu'ils ont à peu près le même profil.
On continue avec les matchs qui se rapprochent. On va regarder les commentaires. Un petit peu les Bien commentaires. sûr, on va vous lire, ne vous en faites pas. On est là pour ça d'abord. Hein. On est combien? Dis-moi Hervé, on est combien? On est 183 seulement. Non, il faut Seulement. Mais respectez-vous. Respectez-vous, les amis. Regardez, quelque chose. On fait exprès de mettre le logo de Sucy là, comme voilà. ça. En présentation. Le Regardez dauphin, bien. Voilà, le dauphin. Le logo est là. Respectez-vous. Likez, partagez. 183, ce n'est pas assez. Likez, partagez. On a pas mal de choses à dire sur cette 8e journée. Et vous aussi, ouais, je regarde. Énormément de commentaires. Alors, on va commencer avec justement Sandra. Salut les gars, Mike, s'il te plaît, ne nous mets plus gagnant sur les pronos. Elle parle de Dax. Parce que l'on perd à chaque fois. Mike, voilà, Mike manifestement porte poisse. Non, ça n'existe pas, d'accord. Mike continuera à suivre son instinct, d'accord. Cela dit, il le fait avec ses Blancs en Pro B. Hein. Vous avez un petit jeu avec Blanc en Pro B qui avait commencé l'année dernière déjà. Ouais. Et c'était assez amusant. Cela dit, Sandra, ne t'en fais pas, je pense que les hommes de Juan Almeida n'ont pas besoin que Mike... Que faire? Voilà. Ils n'en ont cure, hein, comme on dit. Que Mike les supporte ou pas, ils font le boulot sur le terrain. L'équipe de Chaland a vraiment donné une belle prestation. C'est clair. À domicile. Donc voilà, il n'y a absolument rien, pas à rougir de cette équipe de Dax face à Chaland, qui a vraiment sorti le grand jeu ce soir-là. Jérémy, de quel Jérémy parle-t-on? Alors on a Patrick qui nous dit, alors donc c'est Patrick qui nous dit, donc c'est Jérémy Douillet du coup. Jérémy MVP du match possible, en sortie de banc je crois qu'il fait 25 déballes ou 20 déballes. Il fait un gros match, en plus il y avait la présence de Monsieur Douillet père qui était là, qui a donné le coup d'envoi du match. Exactement. Ça a dû un petit peu motiver le bon Jérémy. Ouais, on parle aussi d'une sortie de Gauthier d'Aragon pour 2 disqualifiantes, ça a sûrement, voilà. C'est un peu le stabilisateur de l'équipe, donc c'est sûr que sans ça, ça donne un cerveau en moins dans l'équipe de Dax. Et c'est vrai que les stats ne parlent pas forcément pour Gauthier d'Arigan, mais son impact sur le jeu est vraiment très important. Ouais, on a Yvan Saint-Maxent qui appuie sur le point que tu précises tout à l'heure. Match sérieux du SOMB avec un UK, donc Ural King, de son petit surnom UK. Omniprésent au rebond, un véritable aspirateur de ballon. Il fait 15 points, 15 rebonds, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sachant que la plupart de ces rebonds sont des claquettes, Mike. Je les ai toutes vues. C'est incroyable. C'est impressionnant, c'est vraiment incroyable. Franchement, je sais pas trop ce qu'il y a à dire. Il prend autant de points qu'il met de rebonds. Enfin, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Sur ce match-là, il était, comme tu dis, Yvan, omniprésent. Et je vais tout simplement répéter ce que Mike dit. Il sera un élément clé pour Boulogne. Vraiment. La suite du championnat. On continue avec les matchs qui se rapprochent. Et c'est Angers-Tarbes. Ouais. Angers-Tarbes, je me souviens de Ralph justement à Boulogne qui me disait que Tarbes, ils vont en embêter certains. Ouais. Mais sur un match d'attaque comme ça, compliqué. Angers, c'est quand même c'est réglé. Hein. Bien sûr. C'est réglé. Quand tu vois les stats du match, tu comprends qu'il s'est passé un truc. Et ce qui se passe, c'est comme à Chartres de l'autre côté. Ouais. Une espèce de confiance qui est en train de se dégager du côté d'Angers. Plus 13 à la mi-temps, le match verrouillé. Plus 12 à la fin du match, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Angers a pris la domination de ce match, ils sont restés en contrôle pendant tout le match et Tarbes n'a pas pu justement resserrer l'écart ou revenir devant. 7 joueurs à plus de 13 d'évaluation. Quand même. Imagine un petit peu la confiance qui se dégage. Tous les joueurs de l'équipe, à part Jérémy Bichard, qui est d'habitude justement le leader en termes d'évaluation de l'équipe, tous les joueurs de l'équipe ont fini à plus de 13 d'évaluation. Donc, ont tous fait un match où ils ont apporté beaucoup à l'équipe. On parle de Weber, Louis Weber qui a fini à 19 d'évaluation en sortie de banc. Oui. C'est fort. Et justement, même les joueurs du bon sont en train de prendre confiance. Tout se passe bien pour Angers. Il y a tous les signes au vert pour cette équipe-là. Même un grand Tarbes ne pouvait pas forcément rivaliser avec une équipe d'Angers comme celle-là. Exactement. De toute façon, on l'a dit. Hein. Jérémy Bichard n'est plus un meneur-scoreur, n'est-ce pas, Jérémy? Il doit regarder. Les gars sont en train de me déranger. Je suis en train de construire une carrière. Il y a mon enfant qui est nourri à cause de ça. Et les mecs sont en train de déranger tous mes plans. Jérémy Bichard est un meneur-passeur maintenant. Organisateur. Moi qui ai prévu de mettre 25 sur le prochain match. Les gars sont en train de me casser la tête. Jérémy, continue comme ça, on t'appuie. Fort. D'accord. Non, ne soyez pas fourvoyés par l'actuel changement de
de peau, hein. C'est cette mue de Jérémy Bichard. S'il veut vous en mettre 25, il vous en mettra 25. C'est quand même Jérémy Bichard. Voilà. Donc, voilà. Alors, on en parlera, mais il s'est passé un truc contre Caen. On découpera tout mais ça. Oui, mais oui. Parce que derrière le mouvement, il y a une histoire qui concerne Jérémy Bichard. Derrière le mouvement, il y a une histoire. Oui. On découpera tout ça, on fera le petit montage. Vous savez très bien ce qu'on fait d'habitude après Média. Et rien que les mouvements vont raconter l'histoire. Un meneur n'oublie Jamais. Incroyable. En tout cas, on va continuer avec Andrézieux qui fait l'opération de la journée. Ça, c'est vraiment Toute opération poule confondue. coup de poing. Ah, complètement. Toute poule confondue, pardon. Déplacement à Saint-Vallier. Ouais. Victoire à Saint-Vallier. Mike, je te laisse. Si on m'avait dit avant le match, Saint-Vallier va perdre à domicile contre Andrézieux avec un Damon Watt qui finit à 37 déval, je t'aurais dit jamais de la vie. Incroyable. Jamais de la vie, c'est quand même le taulier. Si lui joue bien, l'équipe de Saint-Vallier joue bien. C'est ça. Sauf que, si on se souvient, Andrézieux avait battu Saint-Vallier en prépa. Andrézieux avait battu Saint-Vallier en prépa. Ils sont arrivés à Saint-Vallier avec aucune peur. Ils se sont dit, ces gars-là, ils ont 2 bras, 2 jambes, on a 2 bras, 2 jambes. S'il faut les frapper, on les frappe. Et quand tu commences un match comme ça, même si tu n'as pas ton joueur Colimon, qui est quand même ton meilleur marqueur, tu peux quand même y croire. Et ils y ont cru. Ils ont cru pendant tout le match. Notamment un joueur qui est sorti du banc et qui a fait peut-être l'étincelle dans ce match-là, c'est Henri Préra. Henri Préra qui a été à 14 d'évaluation sur le match et qui est en train justement de s'affirmer comme un bon joueur de Pro B. Colimon n'était pas là. De N1. De N1 plutôt. Colimon n'était pas là. Il y a un autre joueur, justement un combo garde américain, qui a pu justement prendre le lead. Et c'est Bryson Scott. Ouais, exactement. Qui a justement pris le relais de Colimon. Et là, il a fait le boulot. Il a mis 27 points avec 12 tirs à 2 points. Imaginez un poste de 1m85 qui va finir sur la tête de tous les mecs un par un. Toi, viens, je marque sur toi. Toi, viens, je marque sur toi. Incroyable. C'est impressionnant et c'est vrai que ça a donné aussi un état d'esprit en termes d'agressivité. Quand un joueur comme ça de petite taille arrive à finir sur les grands, ça veut dire les gars, ça ne sert à rien d'avoir peur. Non. Ils sont là, on est là, on va finir. Andrézieux a été plus fort, plus solide, plus costaud que Saint-Vallier. Victoire 76-69 pour Andrézieux, c'est très bien. Par contre, pour Saint-Vallier, il y a les petits soucis, des petites questions à se poser. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, on va conclure en souhaitant un excellent anniversaire à Henri Préra, qui l'a fêté de la meilleure façon. J'ai vu les bouteilles d'eau qui l'ont jeté sur la tête. Quand même. Bravo encore à cette équipe d'Andrézieux qui confirme ce qu'on pensait d'elle. Ouais. On avait vu dès le début de la saison que ça allait être une équipe dure à jouer. Équipe atypique, sans vraiment poste 3, beaucoup de joueurs de petite taille qui sont très agressifs et de l'autre côté, beaucoup de joueurs assez grands et assez solides. Ça prend. La chose maintenant avec Andrézieux, ce que j'ai envie de rajouter avant qu'on passe au match clutch, c'est que il va falloir que mentalement, ils se mettent à jouer comme ça contre les équipes de leur niveau. Parce que, évidemment, sur le papier, on peut dire que Saint-Vallier est meilleur. Et je pense que c'est ce genre de choses qui arrive à les galvaniser et faire en sorte qu'ils se dépassent. Il faut qu'ils jouent comme ça contre les équipes soi-disant moins fortes que... Voilà, entre guillemets, de leur championnat, tu vois. Ils ont réussi à le faire à Mulhouse, mais c'est vrai qu'ils ont eu un petit creux. Ils ont un petit creux où ils n'ont pas réussi à faire des grosses performances, voire peut-être même ce qu'on peut considérer des contre-performances. Et là, avec cette victoire contre Saint-Vallier, à mon avis, il a dû se passer un truc en se disant, les gars, ça y est, on est dans la saison, c'est plus la pré-saison, c'est plus les trucs là maintenant, il va falloir gagner les matchs, c'est les matchs qui comptent, c'est les matchs dont on va avoir besoin en seconde phase, il faut les prendre. Et Saint-Vallier, ça a été pour moi un déclic pour le reste de la saison, on attend de voir, mais c'est vrai que j'ai vraiment kiffé cette victoire face à Saint-Vallier. C'est clair, on le saura très rapidement dès la semaine prochaine. En tout cas, les matchs clutch maintenant. Et avant ça, on va regarder vos commentaires. Vous parlez. On a 170, on baisse. C'est pas normal. Allez-y, likez, partagez. Qu'on écrase tout ça. On doit dépasser les 200. On a fait 200, on doit faire 205. Okay, 205 ce soir. Envoyez-moi ça. Alors, la charité, on arrive. Romain, je ne vais même pas lire ton commentaire. On arrive. Il est long. Tu sais, il y a écrit... cliquez pour voir plus. Non, Romain, tout à l'heure. La charité, on arrive. Alors, qui est-ce qu'on a? Bon match de Vitré, nous dit Vincent. Le jeu en attaque était bien en place et donnait des tirs ouverts. De toute façon, c'est le jeu. C'est-à-dire que on a pris un meneur atypique, un poste 2 atypique plutôt, un pitbull, d'accord. On l'a allié avec justement un meneur distributeur comme Prolac. Et à côté de ça, tu l'as dit, et raison pour laquelle Guillaume Méry fait un match comme celui-là, on a des Guillaume Méry. On a en sortie de banc
leur gâchette là, qui était à Souffle. Il y a Delmas. Exactement, Julien Delmas, qui peut planter, mais alors à tout va. C'est exprès. C'est-à-dire que lorsque les tirs sont ouverts, tout a été fait exprès. C'est-à-dire que vous avez des mecs comme justement John Morgan ou bien Robert Turner qui attirent la défense énormément parce qu'en termes de densité physique, c'est au-dessus. Franchement, c'est compliqué. C'est des buffles, les mecs. Du coup, quand ça lâche, vous avez forcément un ou deux mecs seuls. Et après, c'est pas des manchots. Ah, c'est Guillaume Donc Méry, ça met dedans. Ça met dedans. Ça met dedans. Un scoreur professionnel certifié depuis plus de 10 ans en N1. Il est passé par tous les clubs et à chaque fois qu'il est passé dans un club, il a scoré. Il arrive en N2, il a scoré. Il est remonté en N1, il a scoré. Exactement. Ils ont des mecs comme ça qui sont prêts, qui sont habitués à mettre des points. Et c'est vrai que justement, si des joueurs comme Robert Turner ou John Morgan arrivent à attirer la défense, ou même Guy-Marc Michel à l'intérieur, qui a fait un très bon match justement, avec 21 d'évaluation. C'est vrai. S'ils arrivent à attirer la défense, derrière, il y a les artillards qui sont prêts. Et dans une salle comme ça, comme la Poultière, à partir du moment où ça rentre, ça s'embrasse, c'est un tourbillon. Et là, après le match, il part dans une autre dimension, dans la Twilight Zone, comme on aime bien dire à Boulogne. C'est un petit peu comme ça à la Poultière, donc à partir du moment où c'est parti, c'est parti. À la Poultière, le public est là. Quand tu fais la touche, là. Il te crie le public est là. C'est incroyable. Alors, on a Eddy qui veut voir ton maillot, Mike. Montre-lui ton maillot, montre-lui. Je lui ai passé, Eddy. T'inquiète pas. Poussin, champion du Val-de-Marne, invaincu, numéro 8, capitaine de l'équipe. Oui. Voilà. C'est ça. Hein? Des souvenirs gravés. Dans l'histoire de Sucy. Hein? On cherche encore le journal. Hein? Il doit être à la maison. Il doit être à la maison. On cherche encore le journal. On avait gagné aussi la Coupe du Val-de-Marne en battant Thiers en finale. J'avais mis les points. Exactement. Ralph en sortie de banc, attention. C'est ça. Et d'ailleurs, Dimitri s'en souvient. Ouais. Hein? Ah là là, les souvenirs. En tout cas, on enchaîne avec les matchs clutch. Et on commence par le choc de la semaine. Et franchement, c'était un vrai choc. Ouais. C'était un vrai choc. Et le Havre a répondu présent à la maison au Doc Océane. 86-82, victoire contre Tours. Je trouve franchement, même les deux équipes ont. Mais bien sûr, mais ça a envoyé. Les deux équipes ont envoyé. Ça a envoyé. Un vrai choc de la semaine. Vrai choc de la semaine. Franchement, le Havre. Et ils nous ont fait mentir. Hein. Normalement, c'est l'équipe à l'extérieur qui gagne. Hein. Ouais, mais t'avais vu juste en mettant le Havre. Moi, j'ai failli voir juste en mettant Tours parce qu'à 2 minutes de la fin, Tours était quand même devant. Exactement. Mais le Havre qu'ils ont monté en première mi-temps, c'était grave. Et Hugo Suard, alors je le répète, je l'ai dit la semaine dernière, je kiffe. Voilà. Je kiffe. Règle-toi avec ton gars. Parce que toi et lui, là. C'est pas fini, là. Le défi n'est pas fini. Toi et lui. Mais, entre parenthèses, ça c'est le défi entre parenthèses. En tout cas, le game qu'il a fait, c'est impressionnant. Sur pick and roll, c'est un vrai client. C'est vrai. Il a mis un rythme pas possible sur le match, sur la première mi-temps. C'était grave. Jusqu'à même, il a envoyé les petits ponts au gars, tout. Bref. Incroyable. Il était partout. C'est vrai que derrière lui, justement, il y a eu un élan. Le Havre a vraiment pris le lead en première mi-temps. Après, Tours est revenu des vestiaires avec des idées vraiment très convaincantes. Ouais. Et là, ils ont mis un 25-15 au Havre au troisième quart-temps avec une avalanche de tirs. Il y avait tellement d'eau sur l'avalanche des tirs de Tours que même le toit a cédé. Il y avait de l'eau sur le parquet qui coulait. Coupure du match. C'était impressionnant. Ouais. Mais le Havre sait nager en eau trouble. Essayer de les noyer, leur apprendrait l'apnée. Hein, voilà. Et derrière Kevin et Hippolyte en fin de match, ils ont été brillants. Le Havre qui a réussi justement à sécuriser un match à la maison. On l'avait dit justement à la maison, ils sont pas si forts que ça. C'est vrai. Et là, ils ont voulu montrer qu'à domicile, c'était solide, malgré que le bateau a un petit peu tangué, mais n'a pas coulé. Grosse victoire. Et je pense que pour eux, ça va être aussi une bouffée d'air frais, un bon boost de confiance de pouvoir gagner une grosse équipe de Tours, parce qu'ils ont joué une grosse équipe de Tours. Tu les bats à la maison, t'es bien. Exactement. Là, en plus, sur ce match-là, on peut noter aussi également une grosse performance de Calvin Hippolyte. Calvin qui, franchement, depuis sa campagne avec l'équipe de France, est très très bien. Très très bien. Le gamin a 19 ans, quoi. Il sent que c'est un bon joueur. Tu sens dans son attitude, tu sens que c'est pas comme les Yannick, tu sentais qu'il voulait prouver des choses, mais qu'il n'y croyait pas encore. Là, il est dedans. Là, tu sens que lui-même, il sait il est dedans. Qu'il sait jouer au basket et qu'il n'y a personne en face qui peut l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Il est dedans. Il le fait bien et franchement, un chapeau à lui à 19 ans de faire ça en N1. Cette N1 qui est vraiment très compétitif, c'est pas la N1 d'il y a 15 ans. C'est la N1 vraiment où maintenant ça joue vraiment au basket. De faire ce qu'il est en train de faire là, c'est très fort. C'est très très fort. Ah bah ça claque avec Thomas, ça prend des claquettes dunk, ça coupe derrière les gars, des petits flotteurs, des tirs mi-distance pour égaliser. La totale. À 80 portes. Enfin bref. La totale. Franchement, Calvin, au niveau du mental, parce que les capacités athlétiques, il les avait déjà avant
Mais je pense que là, vraiment, il est en train de franchir un cap mentalement. Ouais, il est en train de se voir comme ça. ok, ouais, non, je suis un titulaire de N1 dans une grosse équipe. Exactement. Je suis ce gars-là. Je suis ce gars-là. Raison pour laquelle, encore une fois, on le répète, Rudy Jombu n'a pas été remplacé au Havre. Parce que justement, ils peuvent gagner des matchs comme celui-là, des chocs de la semaine, face à une équipe de Tours qui est en pleine bourre, faut le dire. Voilà, pas besoin de remplacer Rudy. Calvin est là. On va continuer avec la Charité, là. Oh là là. Bah ouais, c'est Owen, hein, Owen Gourdin qui est venu me voir et qui m'a dit bah Hervé, il faudra remonter dans les archives pour trouver une perf comme celle-là d'un joueur. C'est grave. Alors, Hakim Williams. Je vais raconter une anecdote. Moi, je finissais mon match justement, j'étais dans le bus pour rentrer et je vois justement la feuille de les matchs. Je vois la Charité Orchy, 102,95. Je regarde les stats, j'appuie, je vois 50 d'évaluation, je commence à crier. Je me dis, je vais envoyer un message à Moussa. Moussa qui est le capitaine de la Charité, avec qui j'ai joué à Berck. Donc on est toujours en très bon contact. Donc je me dis, je vais lui envoyer un message, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Je regarde mon téléphone, je vois qu'il avait déjà envoyé un message. Il m'a dit, Mike, il vient de se passer un truc très grave, très très grave à la Charité. Il faut que je t'en parle, c'est très important. Je te fais une note vocale. Il fait la note vocale. Il m'explique point par point comment un mec comme Hakim Williams a mis 41 points sur la tête d'Orchy. Il me dit, Mike, sur les 41 points, il y avait 2 tirs ouverts. C'est incroyable. Tout le reste, c'est sur la tête des mecs. C'est sur la tête des mecs. Ils sont tous passés. Ils sont tous passés un après l'autre. Ils ont tous mangé un step back par-ci, un petit cross par-là. Si tu viens de il libère la passe, Moussa à 3 points, dedans, Johan Howard 3 points, dedans, etc., etc. Il leur a fait la chanson à tel point qu'il me disait qu'à un moment donné, mec, on n'avançait même plus de système. On lui laisse monter la balle et la magie opère. C'est tout. Et la magie opère. Et de l'autre côté, il me dit, Orchy a fait un match de dingue. Créteau, ils ont fait leur match. Créteau les a allumés en première mi-temps. Quand c'est pas lui, c'est Ricard, etc., etc. À chaque fois qu'il y avait un mec d'Orchy qui mettait un tir, Hakim Williams, il venait, il répondait boum boum. C'est incroyable. Il répondait boum boum. Jusqu'à un moment, ça a dégoûté l'équipe d'Orchy. C'était trop. Il me dit, Mike, ce gars-là, c'est un joueur de pro. C'est un joueur de pro qui joue en N1. Il est trop fort. Quand il est comme ça, laisse tomber. Ça n'a rien à voir. Là, je vous parle. Vous avez vu que c'est pas du journalisme. On parle vraiment. Non, là, ça sort du cœur. Voilà, comme les joueurs se parlent. Du cœur. Il m'a dit, Mike, laisse tomber. Quand il a la balle comme ça, je vois pas un mec en N1 qui peut stopper ce gars-là. C'est pas possible. C'est dingue. C'est pas possible. Je crois il va falloir qu'on commence à mesurer la chance qu'on a d'avoir ce type de joueur en N1 et surtout qu'on commence à comprendre que la N1 commence à devenir une division respectée. Ouais. Parce que pour qu'un joueur de ce calibre-là ait envie de venir jouer. C'est ça. Moi, c'est ça le truc. Tu vois, rendez-vous compte de la division dans laquelle on se trouve, s'il vous plaît. Il y a 5 ans, 6 ans de ça, c'était pas possible. C'était pas possible. J'y étais, je peux dire, c'était pas possible. Non, mais c'est ça, tu vois. Pas c'était pas possible. C'était pas possible. Donc là, clairement, il commence à y avoir une exposition, un niveau de jeu, une attractivité, une attraction qui est très claire en National 1 et les joueurs le ressentent, les joueurs le savent. Johan Howard Jr., Hakim Williams, ce ne sont peut-être pas des joueurs qu'on aurait eu il y a quelques temps. Je pense pas. Williams Jr., il sort à 29 d'éval quand même. Ouais, il a mis 30 points, Johan Howard. 30 points. Rien que ça. Donc, moi, c'est ce genre de choses qui me fait plaisir. Au-delà des chiffres et de la performance extraterrestre d'Hakim Williams, c'est tout ce que ça entraîne derrière. C'est tout ce travail que font tous les clubs de N1, les bénévoles, etc. Tout ça, pour faire en sorte que les joueurs se sentent bien et produisent du bon basket sur le terrain et que cette division commence à avoir un niveau que l'on respecte de plus en plus, que ce soit sur le territoire ou à l'étranger. Et qu'on puisse attirer des joueurs tout le monde, même les étrangers, comme ça, bien sûr. Des fois, je reçois des messages de joueurs étrangers qui me disent vous suivez la division, vous êtes des experts, etc. C'est bien la N1. Tu vois? Et c'est ça. Tout le monde nous suit en ce moment. Tout le monde suit ce qui se passe dans cette division parce que c'est la division en ce moment en France sûrement la plus attractive pour un joueur étranger qui a envie de se faire connaître, qui a envie de monter. Pour un jeune qui sort d'espoir, comme Viscar Goes par exemple de la Charité, qui veut justement prouver et avoir des minutes et de montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Tout le monde regarde la N1 et il faut voir ce qui se passe
même en Pro B, tu prends une équipe comme Souffle qui sort de N1, qui est première ex aequo du championnat en Qui Pro a B. gardé son effectif, Mike. Il faut comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Et c'est vrai que la N1, c'est en ce moment la ligue la plus intéressante en France. Clair. Clair et net. On continue avec Avignon qui s'est défait du Jet. C'est le dernier match. À Épinal, d'ailleurs. Ouais. Ils sont allés à Épinal et encore une fois, ils confortent absolument tout le bien qu'on pense d'eux. Ouais, ils sont tellement calmes, sereins. C'est fou, hein. Ils sont tellement bien dans leur basket que ça finit un petit peu par faire flipper tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu les vois, tu te dis, bon, c'est une équipe promue, bon, il n'y a pas un nom de ouf dans l'histoire. Mais ça joue. Ça joue, le match avance. Tu dis, ah, les gars, ils jouent. Les gars, ils jouent. À chaque fois, ils trouvent la bonne passe, ils ont la bonne lecture, ils ont le bon truc. Et tu arrives à la fin du match, tu te rends compte que les mecs, ils sont encore là. C'est ça. Ils sont encore là. Et là, ils s'étaient menés de 1 point à 3 minutes de la fin. Mais les mecs, ils sont restés solides, ils sont restés calmes, ils sont restés patients. Ils se sont dit, tôt ou tard, Jet va faire une erreur, on va en profiter, on va gagner le match. Ils ont fini par un 6-0, ils ont crucifié le Jet. Terminé. Moi, c'est ce genre d'équipe-là qui m'impressionne le plus, tu vois. Ce genre d'équipe qui ont cette capacité à rester calme. Il n'y en a pas beaucoup. On a Dax qui est comme ça, parce qu'ils se sont créés comme ça. Avignon sait le faire aussi. Attendre la moindre erreur, surtout en fin de match, pour vous crucifier, c'est très compliqué à faire. Ça demande quand même une stabilité mentale assez importante quand on connaît les enjeux en fonction des différents objectifs des équipes. C'est assez impressionnant à voir. C'est assez impressionnant à voir parce que vous n'êtes jamais à l'abri. Vous n'êtes absolument jamais à l'abri. Ils se tiennent à un certain écart, ils font des matchs de ce qu'on appelle de traînards et ils ont la capacité derrière avec les joueurs, avec le mental, avec aussi la tactique du coach qui sont très bien exécutées. Ce que François Sens est en train de faire avec cette équipe-là. C'est ça. Déjà, ils sont montés l'année dernière, ça veut dire aussi quelque chose. Il y avait comme des bonnes équipes dans leur pool en N2. Ce qu'il est en train de faire, la construction d'équipe qu'il a fait, comment il arrive à assembler les joueurs, etc. Il se passe un truc. À Avignon, il se passe un truc. Personne n'en parle. Nous, on va en parler. On est là pour ça. Voilà, on veut vous mettre au courant de ce qui se passe à Avignon. Il se passe des choses. L'équipe joue très bien. Évidemment, maintenant, les équipes vont se méfier. Donc, ce sera un autre championnat pour Avignon aussi. C'est clair. Mais le début de saison est très encourageant pour eux. Ils font un vrai début de saison. C'est clair. On va regarder vos commentaires. Qu'est-ce que depuis tout à l'heure, là, Mike. Depuis tout à l'heure, ça monte. Alors, Archoniel qui nous demande, est-ce que au final, les gars, la NM1 est-elle la division où le plus de talent se révèle? Laisse-moi finir le message de notre ami Arthur. J'attends votre avis. Alors, déjà, parce qu'il y a un nombre incalculable de bons jeunes dans ce championnat. Et ensuite, parce qu'il est clair que certains joueurs font le choix de rester en N1 alors qu'ils ont des appels du pied de la Pro B. Certains joueurs font le choix de rester en N1 pour justement magnifier cette division. Clairement, moi je peux vous dire que l'écart entre la Pro B n'est que physique. Parce que évidemment, il y a une densité physique qui est claire en Pro B, surtout cette année. Je pense que ça s'est encore plus révélé cette année. L'année dernière un peu moins, mais là cette année vraiment ils ont voilà, niveau physique ça devient vraiment intense. Mais au-delà de ça, on a des joueurs qui ont largement le niveau au-dessus. Je ne veux même pas parler d'Hakim Williams parce que lui il saute les classes, il saute les classes. Et on a des jeunes qui très sincèrement ont de très bons niveaux. Donc est-ce que c'est la division où des talents se révèlent le plus? Il faudrait regarder ça beaucoup plus en précision, mais en tout cas, il y en a énormément qui se révèlent et surtout énormément qui restent. Moi, je dirais que oui, je serais même assez catégorique par rapport à ça, pour une raison simple aussi, et on va devoir en parler. On a beaucoup critiqué la formule avec les 28 clubs, mais c'est vrai qu'avec 28 clubs, il y a aussi des équipes en plus qui ont besoin de jeunes pour justement combler leur effectif. Et on se rend compte que ces jeunes-là arrivent à apporter, je pense par exemple au Havre, avec un joueur comme Basile David. On ne sait pas si le Havre aurait pris ce joueur-là, sinon si c'était un format à 18 clubs. Là, le fait que le format soit un peu plus large, chaque équipe en prend un et on se rend compte que le 1 qu'ils prennent là, à chaque fois il est bon. On reparlait de Viscar Goetz justement juste avant, on parle de Marius Chambre. Par exemple à Tours, on parle de Shekina Munanga qu'on avait vu. Shekina Munanga, on parle de Corentin Lopez, on parle de plein de mecs justement, et c'est vrai que c'est super intéressant de voir l'évolution de ces jeunes-là. Ils ont 20, 21 ans à chaque fois. Et
ils sont en train de devenir mûrs. Et quand ils arrivent en Pro B, je prends l'exemple par exemple d'un joueur comme Timothée Vergia, qui a fait 2 ans à Boulogne, qui a mûri, qui a justement pris la mesure du championnat et qui est devenu à la fin un joueur quand même dominant. Il arrive en Pro B, il a 10 dévals de moyenne. Il commencera pas en bas. C'est ça. Il arrive en Pro B, tout de suite il est prêt à jouer parce que justement en N1 il a réussi à faire ses classes, il a eu des minutes, il a eu 20 minutes par match sur la saison dernière. Il arrive en Pro B, il est prêt à jouer, il est efficace tout de suite. Et Souffel, qui est premier du championnat, a un deuxième meneur qui a 15-20 minutes et qui tout de suite peut mettre ses 10 points. Et ça, c'est ce qui se passe en N1. Et quand les mecs arrivent, tu prends par exemple Antoine Wallez, qui a 12 d'évaluation, qui est pareil. C'est des mecs qui ont réussi justement à prendre le pouls de la N1, pareil, faire leur classe et ensuite monter. Et on voit tout de suite que quand ils montent, ils sont déjà prêts. Exactement. On a une question de Jérôme qui demande est-ce que sans la fuite d'eau, Le Havre gagne pas sûr étant donné que Tours était devant. Moi, je vais dire oui. Je vais te dire pourquoi. Si Tours veut prendre ce match, mentalement, ils doivent rester dedans. Point. Pour moi, c'est aussi clair que ça. C'est-à-dire que d'accord, il y a une coupure, mais il y a une coupure pour les deux équipes. c'est pas juste, il n'y a pas juste une coupure pour Tours. Donc, non, Mike, moi, ma chose, c'est que vous êtes devant. Ok, vous savez, c'est-à-dire que là, il y a une possibilité, justement, pour moi, il y a une anticipation. Possible que, voilà, restons dedans, mobilisons-nous, restons sérieux. Maintenant, oui, c'est sûr que, évidemment, là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé et Le Havre a pu revenir avec un regain de, tu vois, c'était comme un temps mort, un long temps mort. Franchement, ça les a mis bien, on peut pas mentir. Non, ça les a mis bien, c'est sûr. Ça les a mis vraiment bien. Ça les a mis bien, c'est sûr. Et c'est sûr que ça a coupé un momentum. Non, c'est clair. Et ils ont pu un petit peu. C'est comme s'il y a eu une coupure d'eau pendant un KO à la boxe. Et le mec, au lieu de compter 10 secondes, il en compte 15. Et le mec, il peut se réveiller. Il se dit putain, je suis encore vivant, je peux encore faire des trucs. Ça a joué quand même. Franchement, Tours aurait dû rester dedans. Et Le Havre a clairement profité de Tours à ce moment-là. Mais c'est vrai que sans la goutte d'eau, là, je sais pas. Tours était bien. Hein. Tours était vraiment bien. Restait-il un temps mort? Tours était vraiment bien. Je sais pas, je m'en souviens plus exactement de comment ça s'est passé à la fin du match par rapport au temps mort, etc. Ouais. Mais ce que je me souviens, c'est que la fuite d'eau a fait du bien. Ça a fait du bien, ça a été un vrai moment où tout le monde un peu a pu se remettre dedans. Tours était bien à ce moment-là. Le Havre n'était pas non plus à la dérive, c'est justement pour ça qu'ils ont pu reprendre le truc. Ouais. Mais point d'interrogation quand même, parce que ça m'est déjà arrivé un truc comme ça, et je sais que quand t'es... Ça change quelque chose. Ah ouais, ça te fait du bien. ça te fait du bien. Tu reviens dans le match. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre un dernier message, et puis après, on va vous laisser, les amis. Alors, je vais essayer de trouver un message. Alors, je ne sais pas de quel club on parle depuis tout à l'heure. On dit, oui, mais seulement 6 joueurs valides depuis 3 semaines. Alors on dit, c'est extra, à ce niveau-là, de gagner à 6 ou à 7. Où serait-il au complet? Je ne sais pas de quelle équipe on parle, en fait. Il y a une équipe, manifestement, qui évolue depuis le début du championnat à 6 ou 7 avec beaucoup de blessures. Est-ce que c'est la Charité ou... Ça peut être la Charité, ouais. Ça peut être Orchy, surtout. Ouais, aussi. Ça peut être Orchy, surtout, qui a beaucoup, justement... qui est beaucoup blessé. Justement, Valmoncuna n'a pas beaucoup joué sur le match. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Donc Orchy a fait aussi un match très courageux, a réussi à mettre 95 points à la Charité, malgré justement les différents forfaits et non-qualifications depuis le début de la saison. Alors on a William Lacolle de Dax qui nous demande ce qui va se passer avec l'histoire des Oreillons à Toulouse. Alors le match entre Vanves et Toulouse, juste pour remettre dans le contexte, le match entre Vanves et Toulouse, qui aurait dû avoir lieu hier, a été reporté, on ne sait pas encore à quelle date, à une date ultérieure, évidemment avant les matchs retour, on sait que c'est comme ça que ça se passe, pour cause d'Oreillons du côté de Toulouse. Donc on sait que chez les enfants, c'est plutôt bénin, chez les adultes c'est un peu plus compliqué, c'est même très dangereux. Donc on a évité de prendre des risques sur ce match-là et il y a eu un report. Maintenant il va falloir attendre qu'on nous dise quand est-ce que ce match-là va être joué, sachant que là, on va enchaîner 3 matchs en 10 jours. Il y aura samedi, mardi, samedi. Week-end, mardi, week-end, pour les 2 prochaines semaines. Donc, il faut voir exactement quand est-ce qu'ils comptent placer ce match-là. On ne sait pas encore. Mais on vous tiendra informé. Et surtout, on ne sait pas si, normalement, c'est des protocoles qui peuvent durer plusieurs semaines. Ouais. Donc, les Orions, ça ne se guérit pas comme ça. Exactement. Sur un coup. Donc, est-ce que justement Toulouse va jouer le prochain match
et le prochain match. C'est ça. Et à ce moment-là, s'ils ont 2 ou 3 matchs de retard, comment ils vont réussir à les combler avant la deuxième phase? Très bonne question. Et ça peut justement bouleverser un petit peu le championnat pour toutes les équipes parce qu'enchaîner les matchs, ça peut avoir des défaites imprévisibles parfois. Exactement, c'est ça. Écoutez les amis, merci d'avoir été avec nous encore une fois, 8e journée de fou malade. Facebook ne nous aura pas. Non, jamais, jamais. On va commencer une demi-heure en retard, il n'y a pas de problème, mais on va commencer. On va le faire et on va terminer d'ailleurs. Sur ce, Sucy était omniprésent ce soir. Et Sucy est omniprésent tous les soirs lorsque Mike et moi nous nous asseyons sur ces fauteuils. Oui. Ralph Temgoa, il faut le rappeler. Nike derrière la tête. Oui. Petite queue de cheval, voilà, petite natte. Hein, c'est ça. Un jour, les photos sortiront. Oui, un jour. Oui, bien sûr. Hein, en tout cas, on vous remercie encore. Merci, vous avez été plus de 180 ce soir. On n'a pas dépassé les 200. C'est l'objectif, d'accord? Likez, partagez. Pour qu'on soit un peu plus de 200 à regarder ce live. Ce serait quand même pas mal. On adore vous lire, comme d'habitude. Et on se retrouve. Alors, la semaine prochaine, on a pas mal de rendez-vous. Vous avez le débrief de la Pro B, vous avez la Minute N1, vous avez évidemment vendredi, samedi, il y a des matchs. D'accord, sur Prime Media. Restez connectés, il y en aura. On se retrouve dimanche pour le débrief. On vous kiffe et on va aller éteindre ça de nous-mêmes, comme des grands, parce que notre manageuse n'étant pas là, hein, nous savons, voilà. On est perdu sans la manageuse. Hein. Non mais nous retournons partiellement dans une game 1. D'accord. Mais tranquillement, on le fait avec joie tout de même.